D'accord. Donc, Jennifer, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc, je suis Jennifer McCool, je suis docteur en neurosciences et je suis consultante en performance cognitive humaine, tout ce qui est en relation avec le cerveau humain. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu comment notre cerveau fonctionne et comment ça peut impacter notre performance, surtout dans le domaine de la qualité et de la sécurité en entreprise. Donc, je vais commencer par présenter mon entreprise qui s'appelle Neurelite. Donc, Neurelite est une entreprise de conseil spécialisée en performance humaine et avec des approches basées sur les neurosciences. Donc, elle cible deux grands secteurs, l'entreprise et le milieu éducatif. Donc, en entreprise, je propose des conférences et des ateliers format court sur les erreurs humaines et les conséquences en qualité et sécurité et tout ce qui va être lié à la qualité de vie au travail sur la surcharge mentale. Et en éducation, c'est toujours en cours de préparation pour la partie éducation pour proposer des conférences permettant aux éducateurs de bien comprendre le développement du cerveau humain afin d'adapter les stratégies d'apprentissage en fonction. Donc aujourd'hui, nous allons voir des généralités sur les erreurs humaines. Après, on va voir quelques aspects neurocognitifs qui peuvent nous amener à faire des erreurs. Et après, on va voir que peut-on mettre en place pour capter les erreurs avant qu'elles n'aient des conséquences graves. Donc, pour la deuxième partie, je vais mettre mon pointeur. Pour la deuxième partie, ce sera vraiment des généralités parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais commencer par une petite question et je vous invite vraiment à participer. À votre avis, combien d'erreurs l'être humain peut faire par heure? Même dans le chat, vous pouvez mettre vos réponses. Je peux voir. 7, 5, 10, 10. Ouais, vous êtes très bien. Vous êtes vraiment bien dans la moyenne. Euh, La moyenne, c'est 2 à 5 erreurs par heure. Mais j'ai déjà entendu 100, 200. Non, non. Vous êtes plus proche de la moyenne. L'être humain peut faire 2 à 5 erreurs par heure en moyenne. Et l'erreur, par définition, c'est une action involontaire qui ne produit pas l'attendu. C'est comme un peu renverser un peu de café, oublier le lieu d'une réunion, envoyer un mail sans la pièce jointe. Ça, c'est sûr, moi j'ai déjà fait, peut-être que vous aussi, hein. Un autre exemple aussi, en entreprise, un ouvrier qui oublie de vérifier une étape critique lors d'une procédure. On a même un mode d'apprentissage qui est l'apprentissage par l'erreur, comme par exemple envoyer le message à la mauvaise personne. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envoyer un message un peu sensible, on va dire, sans regarder à qui vous l'envoyez? Moi, ça m'est déjà arrivé et je vous dis que depuis, j'ai vraiment appris de mon erreur. Mais par contre, ce n'est pas toujours possible parce qu'on ne peut pas attendre qu'un opérateur sélectrice, par exemple, pour apprendre à mettre ses EPI. Il y a, il y a divers facteurs qui peuvent induire les erreurs, notamment la charge mentale, une surcharge mentale même, des conditions de travail défavorables, le stress, la fatigue, une formation insuffisante et notre grand sujet d'aujourd'hui, les propriétés cognitives complexes, et ce qui est connu aussi sous le nom de biais cognitifs pour certains. Donc moi, je préfère parler de propriétés cognitives sur des bases neurologiques scientifiques. Les biais cognitifs résultent souvent d'interactions complexes entre différentes fonctions du cerveau, comme les automatismes, les habitudes, la mémoire, l'attention, la communication et les émotions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces propriétés cognitives exercent une influence majeure sur la probabilité d'erreur. Je vous donne un petit exemple pour illustrer. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation en travaillant où vous vous rendez compte que vous avez déjà accompli la tâche, mais sans vraiment vous en souvenir? Et vous vous dites, mais j'ai fini, comment j'ai fait?
ou encore après plusieurs kilomètres de conduite, vous vous rendez compte que vous avez aucun souvenir des dernières minutes passées. Donc là, on parle de nos automatismes. On va voir ça tout à l'heure. Les neurosciences sont de plus en plus utilisées dans le milieu professionnel et de plus en plus dans les domaines de la sécurité et de la qualité en entreprise. Donc, dans ce que je vais aborder dans les pages suivantes, essayez chacun de vous projeter dans votre domaine d'activité. Je ne connais pas les domaines qui sont du coup du public de cette présentation, mais essayez de vous projeter dans votre domaine et voir comment ces aspects cognitifs que je vais montrer pourront conduire à des erreurs dans votre propre entreprise. Donc, si on parle de sécurité au travail, vu qu'hier, c'était la journée mondiale de la sécurité au travail, lorsqu'on regarde l'évolution de la sécurité au travail au fil des années, on voit bien que la sécurité a considérablement évolué avec l'amélioration technique des machines et le développement des systèmes de management, ce qui a conduit à une baisse totale du nombre d'accidents de travail. Mais malgré ces progrès incroyables, l'humain, lui, reste imprévisible et malheureusement, le facteur humain est désormais reconnu comme une responsabilité majeure dans la survenue des accidents dans nos jours. Donc, quand on parle de facteur humain, on peut bien évidemment faire référence à l'erreur humaine. Donc, pour mieux comprendre la perception et la prise en compte du facteur humain dans l'accidentologie ou dans les incidents au sein de diverses entreprises, j'avais mené un benchmarking, donc une petite recherche pendant ma thèse professionnelle sur ce sujet. Et donc, j'avais diffusé un questionnaire à beaucoup de responsables QSE dans différentes entreprises en France. Donc, les pourcentages que vous allez voir correspondent à peu près à une cinquantaine d'entreprises. Donc, selon plus de la moitié des participants, la cause première des accidents de travail dans leurs entreprises est due au comportement, avec plus de 60% des accidents qui sont directement liés à une erreur humaine. C'est quand même beaucoup. Et seulement 7% des entreprises ont déjà testé les neurosciences dans leur stratégie de prévention. Donc, visiblement, les neurosciences dans le domaine de la sécurité sont encore très limitées. Donc, on parle de neurosciences depuis tout à l'heure, mais la neuroscience, c'est quoi? C'est la science du cerveau. Et donc, pour comprendre l'erreur, il faut d'abord comprendre certains fonctionnements du cerveau humain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain est un organe incroyablement complexe et dynamique. C'est le chef d'orchestre de notre corps. Il va gérer de nombreuses fonctions vitales, comme il est le siège de notre conscience, nos pensées, nos décisions, nos actions, nos mouvements, notre intelligence et notre mémoire. Et toutes ces fonctions du cerveau sont gérées par l'activité de ce qu'on appelle des neurones. Donc les neurones sont les cellules du cerveau. Comment ça marche? Quand on apprend une information, par exemple, vous êtes en formation, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Donc, quand on apprend une information, notre cerveau crée des connexions entre des neurones et donc l'information va passer dans ces réseaux de neurones pour arriver tout d'abord à ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Comme son nom l'indique, pardon, la mémoire à court terme permet de retenir des informations temporairement. Donc, si quelqu'un vous donne son numéro de téléphone, vous ne le notez pas. Vous allez vous en souvenir pendant combien de temps? Allez, n'hésitez pas à participer. Vous allez retenir un numéro de téléphone pendant combien de temps? 30 minutes, bravo. Vous êtes trop, trop fort. 2 minutes, quelques minutes. Bon, c'est environ 18 secondes, mais c'est la moyenne, ça reste une moyenne. Donc, on peut retenir une information environ 18 secondes. Mais si cette personne vous répète son numéro toute la journée, plusieurs fois dans la journée, puis tous les jours pendant tous les jours sur plusieurs semaines, sûrement vous allez vous rappeler beaucoup plus longtemps. Et tout ça pour vous dire que notre cerveau possède deux types de mémoire. Donc, l'information arrive d'abord dans notre mémoire à court terme, puis ou bien elle va passer dans la mémoire à long terme, ou bien elle sera effacée. Comment ça marche? En fait, chaque répétition de l'information va renforcer les connexions entre les neurones qui sont liées à cette information.
Donc, plus une information est répétée, plus les réseaux de neurones vont se développer, vraiment comme les racines d'un arbre, afin de consolider l'information dans la mémoire à long terme. Ce que vous voyez ici sont des images de réseaux de neurones vus sous microscope d'un vrai cerveau. Donc, voici un exemple de connexion de neurones liée à une information, disons une formation que vous faites le premier jour, et puis les mêmes connexions vues plusieurs années après l'expérience. Ou encore, on va dire, les neurones qui sont liés à une consigne qui a été rappelée une seule fois versus la même consigne qui est rappelée plusieurs fois. Donc, le rappel permet de développer les réseaux de neurones liés à une information, ce qui va les ancrer dans notre cerveau. Notre cerveau apprend par la répétition. Comment marche cette consolidation dans notre vie de tous les jours? À votre avis, quel pourcentage d'informations vous allez retenir en sortant d'une réunion, d'une conférence ou après une discussion? 15%, 5%, 20, 10? Exactement. En moyenne, on retient environ 20% de ce qu'on apprend. Et ce qui est important, c'est que ces 20%, si on ne les consolide pas, on va les perdre. Je vais vous montrer la courbe de l'oubli ou la courbe d'Ebbinghaus. La courbe d'Ebbinghaus part du principe que plus une information est répétée dans le temps, plus elle s'ancre dans notre mémoire. Et elle montre qu'environ 80% des informations disparaissent un mois après l'apprentissage si on n'effectue pas de rappel. Donc, lorsque nous apprenons une information, il est important de la consolider grâce à des répétitions. C'est pour ça qu'il faut souvent recycler les formations, rappeler toujours les consignes et tester les connaissances sur le bon mode opératoire à suivre, comme par exemple les procédures d'arrêt d'urgence. Si on n'a jamais fait, c'est difficile de s'en souvenir directement quand on aurait besoin. Surtout, ça arrive souvent avec du stress. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon doctorat de devoir arrêter en urgence un microscope qui coûte une centaine de milliers d'euros. Donc, j'étais formée à l'arrêter, mais c'était une procédure très complexe et j'avais jamais le besoin de le faire. Donc le jour J, j'étais toute seule et c'était compliqué de retrouver mes notes et j'avais fait avec incertitude. Donc voilà l'importance des rappels ou déjà de tester ce qu'on a appris. Donc, plus on répète une information, plus elle va s'ancrer dans notre mémoire. Mais attention à ce qu'on ne consolide pas la mauvaise information ou une information déviée. Et donc, je vais vous parler des fameuses dérives, comment, par exemple, une pratique non conforme finit par devenir une habitude. Ce phénomène s'appelle la normalisation de la déviance et qui a été décrit par la sociologue Diane Vaughan. Il montre que si un raccourci non conforme est répété plusieurs fois sans conséquences négatives visibles, il sera maintenu et se transforme en habitude. Donc, imaginez un employé qui, pour aller vite, utilise une méthode non conforme, disons un raccourci, et il n'a jamais eu d'incident. Et donc, progressivement, cette manière de faire va devenir sa nouvelle norme. Pourquoi? Parce que son cerveau n'a jamais reçu de signal d'alerte lui disant que c'était dangereux, que c'était pas bien. Donc, en absence d'incident, ce qu'on appelle le renforcement négatif dans le cerveau est absent. Et donc, il va renforcer son idée que c'est une bonne pratique. Ça lui fait gagner du temps, il n'a pas de problème. Donc, ce comportement est conservé et devient une habitude. Et c'est comme ça que les travailleurs s'éloignent petit à petit des bonnes pratiques sans se rendre compte, ce qui augmente les risques d'erreur. Et pire encore, souvent, l'environnement social valide ces écarts. Donc, les collègues, et l'écart ponctuel devient avec le temps une habitude collective qui s'ancre et qui se transmet. Donc, vous pouvez me dire, mais des fois, on trouve qu'un raccourci nous semble très efficace et mieux que la procédure qui est déjà en place. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si une personne lui arrive de prendre un raccourci, par exemple, et qu'elle juge meilleur que la méthode déjà en place, il faut qu'elle soit sensibilisée à en parler avec son manager ou son responsable pour analyser ensemble cette pratique et voir est-ce qu'elle peut devenir une nouvelle bonne pratique après l'avoir évaluée et validée et sécurisée, et non pas continuer dans cette courbe de normalisation de la déviance.
que ce soit en sécurité ou en qualité, lorsque nous sommes confrontés régulièrement, ou même dans notre vie de tous les jours, lorsque nous sommes confrontés régulièrement à des situations sans incident, notre perception du danger diminue. Donc le risque en lui-même, il ne disparaît pas, mais c'est notre vigilance qui s'émousse. Et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie du risque. Donc l'homéostasie du risque, c'est le fait d'ajuster notre comportement selon le niveau de risque qu'on perçoit. Donc en d'autres termes, plus nous sommes habitués à un environnement, moins nous traitons l'information. Vous allez bien le voir dans ce petit exemple. Donc, à votre avis, dans quel cas la personne va prendre plus de risques? Sur une route qu'elle prend tous les jours pour aller au travail, par exemple, ou sur une nouvelle route qu'elle a jamais pris la nuit avec des virages prononcés? C'est, c'est sûrement sur la première parce que sur la première route, la personne va percevoir un environnement comme étant sûr. Donc, elle va se permettre de prendre des risques en dépassant les limites de vitesse, par exemple, ou en utilisant son téléphone. Et à l'inverse, dans le deuxième cas, elle perçoit un nouvel environnement comme étant dangereux. Et donc, elle va adopter des comportements plus prudents pour éviter les risques. Et là, on parle de risque perçu et risque réel. Donc, risque perçu, elle connaît très bien la route. Pour elle, il n'y a pas de risque. Elle prend moins de précautions, ce qui augmente le vrai risque. Et inversement. Donc, au début, lorsqu'on entre dans une entreprise ou un chantier ou une usine pour la première fois, on est attentif aux dangers autour de nous, les bruits et tout. Mais au fil des jours et des semaines, notre cerveau s'habitue et cesse de traiter activement ces informations parce qu'il les traite comme déjà acquises. Et c'est ainsi que les comportements à risque ou en dehors des procédures peuvent apparaître. Donc, un salarié qui ne met plus systématiquement ses EPI parce qu'il ne s'est jamais blessé. Il connaît très bien son environnement de travail, il s'est jamais blessé, pas besoin. Ou encore, en qualité, un opérateur saute des étapes de contrôle parce qu'il a rarement des produits non conformes. Donc, il ne s'agit pas de prise de risque volontaire, mais bien d'un relâchement inconscient de notre cerveau dû à notre façon de traiter les informations. Nous allons faire ensemble un petit exercice, donc ça sera une petite vidéo et on va rediscuter juste après. Juste, je sais, Oui. quelqu'un a partagé quelque chose d'autre? Ah non, c'est bon. C'est bon? Allez, je lance la vidéo et on va discuter juste après, si ça peut partir. Bon, c'est bon. Bon, est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose d'inhabituel dans cette vidéo? Oui, il m'a semblé que le piéton, quand il passe devant la boutique verte, en fait, à un moment, il disparaît ou quelque chose comme ça, non? D'accord. Autre chose? Quelqu'un a remarqué quelque chose dans cette vidéo? Le scooter devient un vélo, le panneau. Exactement. Il y Avec... a quelqu'un qui nous dit tout change petit à petit. Exactement. En fait, dans cette vidéo, il y a toute la rue qui a changé devant vos yeux. Je vais vous montrer un replay rapide. Donc, la camionnette qui s'est transformée en voiture, l'architecture, les couleurs des maisons, les magasins, la moto, il y a tout qui a changé, sauf la voiture. Parce qu'en fait, cette vidéo, c'est une pub pour la Skoda Fabia qui nous montre que, on va voir tout de suite, euh, ça nous montre qu'on ne peut pas voir tous les changements qui viennent progressivement. Dans cette vidéo, on parle du phénomène du change blindness ou la cécité au changement. Donc, ce que nous avons vu avec ce test, c'est que notre capacité à percevoir des changements dans un environnement est limitée. Et dans un environnement de travail, cela explique pourquoi nous ne remarquons
pas certains écarts de sécurité ou de qualité qui s'installent progressivement. Et donc, pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il comme ça? En fait, lorsque nous regardons une scène, nous ne voyons pas chaque détail individuellement, mais plutôt une image cohérente et stable. Le cerveau humain est conçu pour assurer toujours une continuité visuelle. Et ces petits changements qui viennent dans la continuité de l'image ne vont pas générer de signal d'alerte suffisant pour activer notre attention. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Si on fait, je remets mon pointeur, si on fait le lien avec l'homéostasie du risque, donc plus nous sommes habitués à un environnement, moins nous percevons les dangers, donc plus nous prenons des risques, comme par exemple, on va dire, contourner une procédure qui est déjà en place. Sauf que des petits changements progressifs qui échappent à notre attention, comme on a vu dans la vidéo, peuvent augmenter les risques d'erreur. Donc, parce que notre cerveau interprète ces petits changements comme du bruit et continue à fonctionner en mode automatique, ce qui augmente donc le risque d'erreur et donc d'accident ou de non-qualité. Maintenant, on va revenir un peu à la mémoire à court terme. Donc, nous avons vu que la mémoire à court terme était limitée dans le temps. Elle dure environ 18 secondes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est également limitée dans l'espace. Elle peut contenir un maximum de 7 informations environ. Donc, et souvent, on retient mieux le début et la fin d'un message, ce qui conduit à l'oubli d'informations critiques situées au milieu. Donc, par exemple, lors d'un changement d'équipe, un opérateur en fin de poste explique rapidement à son remplaçant un problème qu'il a rencontré sur une machine. Mais il était pressé de partir, donc il enchaîne les informations rapidement sans pause, persuadé que tout est clair, parce que pour lui, dans sa tête, il connaît très bien le problème. Son collègue l'écoute, mais en réalité, il n'a retenu que quelques informations. Et donc ça peut avoir des conséquences très graves parfois si le message est mal transmis ou mal compris. Donc attention aux conséquences des limites de la mémoire à court terme. En fait, notre cerveau fonctionne comme ça. Il faut savoir adapter notre communication en fonction. Donc toujours une communication simple et claire. Pour passer à la thématique suivante, on va faire un petit exercice. Il me faut un volontaire. L'exercice est très simple, promis. Pas de volontaire? Allez, je m'y colle, hein. Allez, très bien, Valérie. Donc, Valérie, on va faire l'exercice qui s'appelle effet Stroop. Et je vais vous montrer les noms de couleurs, des couleurs, mais coloriées avec des couleurs différentes. Donc, voici un petit exemple. Je veux que vous me dites la couleur que vous voyez et non pas la couleur que vous lisez. Hum, OK? Donc là, il faut me dire rouge. Vous voyez? D'accord. Et partez en horizontal. On y va. Bleu, vert, jaune, rouge, vert, rouge, vert, bleu, bleu, vert, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, vert. Bravo, Valérie. Vous êtes vraiment forte. Souvent, on a du mal. Cet exercice n'est pas simple. Vraiment trop forte, oui. Comment on va expliquer ce qui s'est passé dans votre cerveau lors de cet exercice? Donc, j'espère que vous avez tous essayé de le faire en même temps que Valérie aussi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau possède deux centres de pilotage. C'est la nomenclature de docteur Isabelle Simonetto dans son livre, ou bien ça peut être connu aussi sous le nom de système 1 et 2 de Kahneman. En fait, le centre de pilotage numéro 1, qui est la zone du cortex préfrontal, est une zone impliquée dans tout ce qui est apprentissage conscient, dans la réflexion et la prise de décision. Et ce centre de pilotage ne peut gérer qu'une seule activité à la fois. Et donc, il consomme beaucoup d'énergie. Donc, un bébé qui apprend à marcher, donc il fait quelques pas, sa maman l'appelle, il tourne la tête, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas encore gérer deux activités en même temps. En revanche, vous, maintenant, vous pouvez marcher tout en faisant d'autres choses. Pourquoi? Parce que vous avez délégué l'activité de marcher
à votre centre de pilotage numéro 2 qui se situe à l'arrière du cerveau et qui gère les activités automatiques. Donc tout ce qui est automatisme et activités routinières. Et pour cela, le cerveau n'a pas besoin de dépenser ou consommer beaucoup d'énergie. Euh, Et donc, pareil pour la lecture. Vous lisez en mode automatique. Il faut savoir que le cerveau humain est paresseux. Il cherche toujours à aller en mode automatique pour économiser son énergie. Et dans le test de couleur que nous avons fait tout à l'heure, c'est la preuve de la grande consommation d'énergie quand on veut passer du mode automatique, donc de la lecture, au mode conscient. Donc, ce test est une torture attentionnelle car l'automatisme de la lecture est beaucoup plus puissant que l'automatisme de la dénomination de la couleur. Mais si on demande à un enfant de 5 ans, par exemple, de faire ce test, il va être bien meilleur que nous parce que il connaît très bien les couleurs, mais il ne sait pas encore très bien lire. Donc, en effet, c'est l'expérience qui renforce les automatismes. Un peu comme la répétition et la consolidation dans la mémoire à long terme. Sachez que 80% des erreurs en milieu professionnel concernent des personnes expérimentées en situation de routine. Je vais vous raconter l'histoire du parachutiste Ivan Maguire qui a sauté sans parachute. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît. En fait, Ivan Maguire, en 1998, était un parachutiste très expérimenté. Il a fait plus d'une centaine de sauts en parachute et ce jour-là, c'était son troisième saut dans l'après-midi. Et donc, à l'époque, ils avaient commencé à mettre en place un système pour filmer les apprentis. Et ce n'était pas les petites caméras sportives qu'on met sur la tête, mais un grand dispositif qu'il fallait porter. Et donc, Ivan, il s'est occupé à mettre le dispositif et tout, et il a sauté, il a oublié de prendre son parachute. On voit bien la vidéo, elle est sur Internet, si quelqu'un veut la voir, elle est vraiment triste. On voit que l'apprenti a ouvert son parachute et on voit bien la main de Ivan qui est en train de chercher à ouvrir la mais elle est. Donc, les automatismes sont tellement importants pour gagner en efficacité et aller rapidement, mais c'est aussi un grand risque d'erreur. Donc, voilà. Parce que quand tout devient automatique, notre vigilance baisse et nous ne détectons plus certains écarts. Et c'est ainsi que les erreurs peuvent se glisser. Je vais vous montrer une petite anecdote. Vous avez tous reçu, je suppose, l'invitation pour notre petit-déj d'aujourd'hui. Et donc, Valérie, plusieurs jours après, m'a envoyé qu'elle avait fait une faute dans mon prénom. Et moi, je l'avais même pas remarqué, je l'ai lu en mode automatique. Si elle m'avait pas dit, je pense que j'aurais jamais su. Et je sais pas vous, est-ce que vous l'avez lu, Jennifer, ou vous avez fait attention à la faute? Mais voilà. Donc des petites erreurs qui passent comme ça à cause de notre lecture en mode automatique. Passons maintenant à l'attention. Et donc pour l'attention, on va voir ensemble une petite vidéo. Elle n'est pas trop petite, non, c'est à peu près 3 minutes. Et on va pareil discuter juste après. Pardon, j'essaie de la mettre en grand. Est-ce que vous voyez tous la vidéo sur l'écran? Oui, c'est bon. Ok, Oui, parfait. oui. Je vais lancer. Donc, il faut suivre le chocolat, tout simplement. Alors, il est où? À Au milieu. droite. Au milieu. Bon, droite, milieu. Oh À là là. droite. Pourtant, ça, c'était la partie la plus facile. Au milieu. Ah, Bon, pour ceux qui ont trouvé, très bien. Maintenant, on va faire un peu plus difficile. Donc, le chocolat partira du milieu sous le cup rouge. Ça va rester sous un cup rouge. La différence, c'est que ça va bouger beaucoup plus vite. Il y aura deux personnes qui vont bouger. Et donc, ça va être un peu plus compliqué de le suivre. Bon,
Alors, il est où le chocolat? En bas à En gauche. bas à À gauche. En gauche, bas à oui. gauche. Ok. Vous avez tous trouvé? Très bien. Bravo. Et est-ce que vous avez tout vu? Ils ont Est-ce que sorti des... quelqu'un a vu le ah, canard? oui, Oui. oui. Mhm. Le petit canard. Dommage, je ne peux pas voir le chat. Voilà. Mm. Il y avait un petit canard. Est-ce que quelqu'un a vu qu'il y avait une cinquième main qui s'est introduite au jeu? Ouais. Si quelqu'un a tout vu, bravo. Mais bon, il reste une chose aussi, hein. Est-ce que vous avez remarqué que les cups bleus étaient changés par des cups verts? Est-ce que quelqu'un l'a remarqué ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, c'était pas dans la consigne, hein. Exactement. C'était pas dans Justement. la con. Donc, je vais reprendre ma présentation. En fait, cette vidéo nous montre que neurologiquement, il est difficile, voire impossible, de prêter attention à tout simultanément d'une manière efficace. En fait, le cerveau humain dispose de ressources attentionnelles limitées, ce qui signifie qu'il doit sélectionner et prioriser des informations qu'il juge plus importantes que d'autres, et tout en ignorant les autres. Donc là, on parle d'attention sélective, c'est-à-dire que notre cerveau dirige activement son attention vers certaines informations, comme on l'a dit, qui jugent plus pertinentes que d'autres. Et donc, cette attention sélective peut être dangereuse des fois. Je vous donne un exemple d'accident très, très fréquent. Se cogner la tête en se relevant ou en se baissant. Donc ça, je l'ai vraiment beaucoup vu, que ce soit pour ramasser un outil ou une vis ou vérifier quelque chose au sol, ouvrir, fermer une vanne, par exemple. On a tous connu ou vu ce moment où, en se relevant, on percute une barre, une étagère ou une machine. Et pourtant, la barre, elle est bien là, elle est visible. Et ce n'est pas un problème de vision, mais d'attention sélective. Notre cerveau se concentre tellement sur la tâche principale, donc ramasser la vis, ou l'outil qu'il va filtrer automatiquement tout ce qu'il juge non pertinent. En fait, quand on se concentre sur quelque chose, c'est notre cortex préfrontal qui fonctionne, donc le centre de pilotage numéro un, qui ne peut gérer qu'une activité à la fois. Et donc, il va inhiber toutes les autres informations ou on ne va pas les traiter correctement, il va les traiter en mode automatique. Vous avez sûrement entendu que les femmes étaient multitâches et que les hommes ne pouvaient pas faire deux choses en même temps. Et en fait, c'est un mythe parce qu'en réalité, personne ne peut faire deux choses consciemment à la fois. Donc, le risque d'erreur sur les tâches qui sont traitées en mode automatique augmente. Dans mon questionnaire pour les responsables QSE que j'ai présenté au début, on voit on a trouvé que dans environ 30% des accidents, on entend la phrase «Je n'ai pas fait attention». Donc, tout ça pour vous dire que faire attention n'est pas possible à tout, n'est pas possible neurologiquement. Notre cerveau fonctionne comme ça. Bon, maintenant que nous avons exploré ensemble certains des aspects neurocognitifs derrière l'erreur humaine, on comprend mieux comment notre cerveau peut, sans le vouloir, nous amener à faire des erreurs. Et des fois, ces erreurs, vous allez me dire, quand elles sont toutes seules, elles ne sont pas forcément graves. Ce qui va les rendre dangereuses, c'est quand elles franchissent toutes les barrières qui sont censées les arrêter. Et ici, j'aimerais faire le lien avec les accidents de travail et le modèle de l'accident de Reason, si quelqu'un le connaît, ou le modèle du fromage suisse. Donc, ce modèle illustre que les accidents ne sont pas dus à une seule cause, mais à une succession de défaillances. Donc, ce sont ces petits trous. Et quand ces défaillances s'alignent, cela amène à l'accident. Et donc, justement, pour essayer d'éviter l'erreur humaine, il faut bien la cibler avec une barrière qui ne vient pas juger l'humain, mais plutôt sécuriser ses actions.
Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour capter les erreurs avant qu'elles n'aient des conséquences graves? Nous allons voir juste des généralités dans cette partie. On ne peut vraiment pas rentrer dans les détails par manque de temps. Donc, pour arriver aux erreurs, nous avons parlé au début du facteur humain dans l'accidentologie au travail. En fait, la prise en compte du facteur humain et de la notion de l'erreur humaine a commencé en milieu professionnel depuis les années 70, surtout dans les milieux à grand risque comme l'aéronautique, le nucléaire et la santé. Et afin d'éviter les erreurs dans ces secteurs et donc les conséquences qui en découlent, des pratiques ont été instaurées et connues de nos jours sous le nom de parade de fiabilité. Donc, une parade de fiabilité est une pratique qui permet d'éviter les erreurs. Et aujourd'hui, ces parades, elles sont utilisées dans beaucoup de secteurs d'activité et de plus en plus. Donc, c'est quoi concrètement une parade de fiabilité dans le nucléaire, par exemple? On entend parler des pratiques de fiabilisation, qui sont des ensembles de pratiques avant l'intervention, pendant l'intervention ou après l'intervention, qui permettent de réduire les risques d'erreur liés aux facteurs humains. Dans l'aviation, l'aéronautique, il y a ce qu'on appelle le CRM, donc le Crew Resource Management, qui joue beaucoup sur la communication. Donc le CRM, il faut savoir qu'il a permis de réduire énormément le nombre d'accidents des avions grâce à l'amélioration de la communication entre les pilotes et les équipes du sol. Dans le domaine de la santé, il y a des checklists sécuritaires qui ont aussi permis de réduire les erreurs lors des interventions chirurgicales. Heureusement, par exemple, imaginez une opération où le médecin va se tromper de côté. Ça reste quand même très grave. Et donc, pour finir, nous avons vu ensemble les mécanismes cognitifs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place vite fait, mais alors, comment on peut appliquer tout cela concrètement dans une organisation? En fait, l'application des neurosciences dans une organisation se décline sur deux échelles complémentaires. Donc, vous avez l'échelle stratégique ou décisionnelle, donc qui va regrouper les leaders, les managers et les responsables qui prennent les décisions et qui définissent les stratégies et les procédures. Donc ici, leur rôle, c'est d'essayer d'intégrer le facteur humain et la notion de l'erreur humaine dans leur diagnostic. Souvent, dans les analyses d'incidents ou des accidents, on pointe souvent du doigt sur le comportement, mais sans aller plus loin. Mais cela, donc, ne permet pas d'identifier la vraie cause et donc d'adapter la bonne stratégie. Et en stratégie, je parle bien sûr de la barrière cognitive peut-être à rajouter. Donc là où les parades qui peuvent empêcher ce type d'erreur dans cette organisation. Et pour l'échelle opérationnelle ou terrain, donc ce sont les employés, les opérateurs, les agents. Donc ici, c'est essentiel de les sensibiliser aux limites de notre cerveau et à la notion de l'erreur involontaire, ce qui va leur permettre de mieux comprendre pourquoi des mesures de sécurité existent, pourquoi il y a des procédures bien définies qui sont en place. Cela va permettre de mieux les respecter et de les appliquer. Donc, il faut vraiment agir sur ces deux niveaux pour que la réduction d'erreurs soit vraiment efficace et durable. Et je vais terminer avec une citation du docteur James Reason qui a beaucoup étudié l'erreur humaine et qui dit: comprendre comment et pourquoi les actes dangereux se produisent est la première étape essentielle pour une gestion efficace des erreurs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jennifer, pour toutes ces informations passionnantes. Donc, ça laisse un petit peu de temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas. Qui pose la première question? Vous pouvez réactiver votre micro. Oui, j'aurais une question. Comment vous intervenez concrètement dans les entreprises? Vous intervenez auprès de ces deux groupes dont vous venez de parler à Exactement, l'instant, exactement. Je séparément, propose ou est-ce que vous prenez des équipes complètes en prenant des dirigeants et des opérationnels en même temps? Ça peut être les deux, c'est adaptable, mais plutôt j'ai deux cibles. Donc j'ai un atelier qui est plus spécialisé à l'équipe terrain.
donc qui va prendre des exemples du concret, des vrais accidents qui sont arrivés dans les entreprises. Donc, en amont, je prends les accidents, certains des accidents qui sont liés, on va dire, au comportement ou aux facteurs humains. Je les analyse et j'essaie de les intégrer comme exemple dans ce type de présentation que je vous ai montré. Et donc, ma présentation, elle est vraiment très ciblée équipe terrain pour les sensibiliser aux erreurs, les mettre en situation. Et après, donc le deuxième atelier que je propose reprend ces mêmes informations, mais pour une cible plus managériale. Donc, j'aborde le comportement des managers avec les opérateurs. Donc, quand je parle de mémoire, par exemple, et de communication, ça sera plus ciblé sur la communication d'un manager avec son équipe. Et pour la partie donc manager, toute la partie comment réduire les erreurs. Donc, la deuxième partie que j'ai abordée très, très rapidement ici, elle est très détaillée. Il y a même d'autres facteurs que j'aborde qui sont liés, par exemple, aux émotions, au comportement et tout cela. Donc, la partie manager, elle est beaucoup plus développée que ça. Merci. Voilà. D'autres questions? Profitez-en. Ouais, moi j'ai une question, vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, bonjour. Je me demandais, ma question n'est peut-être pas très claire, mais je voyais l'exemple sur donc le nucléaire, la santé et l'aéronautique. oui. Est-ce que vous arrivez à trouver les liens ou des techniques communes? Apparemment, l'aéronautique, c'est plus sur la communication entre équipages. Vous avez parlé de checklist. Euh, Est-ce que vous arrivez à retrouver des techniques un petit peu en commun à appliquer à l'entreprise? Exactement, oui, oui, oui. Après, ça va dépendre, comme je l'ai dit toujours, ça va dépendre du besoin de l'entreprise. Donc, selon l'analyse, le diagnostic qu'il y a sur les incidents, souvent, il y a quelque chose qui s'applique beaucoup, c'est le temps d'arrêt ou la minute d'arrêt, si quelqu'un la connaît. Donc, c'est le fait de s'arrêter juste avant une intervention pour analyser son environnement avant d'agir. Donc ça, par exemple, c'est adaptable à beaucoup de secteurs d'activité. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autocontrôle, par exemple. C'est contrôler une deuxième fois pour être sûr que nous avons bien appliqué ce qu'il faut, par exemple, une consignation. Est-ce que j'ai bien consigné la bonne ligne, oui, la bonne ligne. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup de parades qui peuvent être adaptées. En fait, c'est les managers qui sont en face. Donc, quand j'explique les parades, qui vont voir dans leur organisation comment ça et ça peut être appliqué parce qu'il y a comment on l'applique, le but, l'objectif derrière, tout ça, c'est détaillé. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que du coup les interventions, je pense connaître la réponse, mais je préfère quand même vous poser la question. Est-ce que les interventions que vous proposez sont également adaptées par rapport à la culture agro au niveau qualité et sécurité alimentaire? Parce qu'en fait, moi, quand je me suis inscrite à cette belle, c'était très très intéressant votre présentation. C'est plus ça qui nous pose souci aujourd'hui. C'est d'arriver justement à jouer sur leur mémoire à long terme et sur comment dire, la mémorisation de mauvaises pratiques plutôt que des bonnes pratiques qui nous posent souci, En fait, là, les s'il vous exemples plaît. que j'ai donnés sont beaucoup on va dire, peut-être industriels. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les erreurs ou les aspects cognitifs que j'ai expliqués peuvent aussi se retrouver dans notre vie de tous les jours. Donc, en fait, c'est adaptable à, je dirais, tous les secteurs. Et Il du faut coup, vous juste faire un partez, peu de diagnostic et donner les exemples adaptés à chaque secteur. Hum. Donc, je ne vais pas, par exemple, intervenir en agroalimentaire pour dire en industrie pneumatique, par exemple, on fait tel ou tel. Non, c'est bien adaptable.
Ok, Oui, donc vous merci partez beaucoup. des erreurs du secteur, par exemple Exactement, de oui, l'agroalimentaire, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, décoder et mettre en place des actions, des routines aussi peut-être, ou de l'entraînement, de la oui. répétition à dessein. D'accord. Oui, exactement. Il faut d'abord un petit diagnostic des erreurs ou des incidents, des accidents qui se retrouvent pour essayer d'adapter et voir comment amener ce sujet. On a aussi une question dans le chat. Comment amener les opérateurs, je suppose, à discuter de leurs erreurs sans jugement? C'est une très bonne question. Il faut que je regarde. Voilà. Euh, en fait, c'est le rôle du manager. Il faut que la communication entre les équipes et leurs managers soit très fluide pour que l'opérateur n'ait pas peur de s'exprimer ou oui, justement du jugement. Donc, il faut en parler du facteur humain, de la notion de l'erreur. On va dire normaliser l'erreur quand elle est involontaire et essayer de chercher à la résoudre. Donc, si on est dans une entreprise qui applique beaucoup les sanctions et tout ça. Donc ça va être un peu compliqué. Donc il faut que le comportement et la communication entre les responsables et les équipes terrain changent. Et quand on fait déjà ça et que ça change pas, Pardon? quand on fait déjà ça, à savoir de communiquer auprès des équipes lors d'une erreur en leur disant qu'on sait que l'erreur est humaine et que à partir du moment où elle est détectée, l'intérêt pour tous, ben, c'est de trouver des solutions pour la résoudre et qu'elle ne se renouvelle pas, mais que pour autant, on n'arrive pas à mobiliser les équipes sur comment on pourrait faire pour éviter qu'elles se reproduisent pas et qu'on n'arrive pas à les impliquer sur ben, la recherche de solutions. Et est-ce que vous en Alors parlez qu'il n'y a pas de une sanction. fois? Ah non, Ouais, on mais en parle toutes les semaines. toutes les semaines. Dans une Donc on organisation, Peut-être c'est qu'il pas à faut. moi de s'épuise. On répondre, mais s'épuise au bout en d'un fait, moment. oui, je comprends ce qui est exprimé parce que, en fait, je pense que les opérateurs peuvent parfois mettre en place des stratégies qui sont en lien avec ce qu'ils perçoivent de l'attendu. C'est l'histoire entre travail prescrit, travail réel aussi. Et du coup, je pense que dire, répéter, c'est pas forcément que ça la solution, mais s'interroger collectivement sur quel est l'attendu, ça peut être déterminant dans la prise en compte euh, de, de ce qu'on va décider ensemble de mettre en place. Enfin, je mets mon grain de sel parce que Oui, du coup, effectivement, je me posais exactement cette question par rapport à tout ce qu'une organisation peut mettre en place pour corriger les effets de quelque chose et finalement s'apercevoir que bah, ça fonctionne toujours pas. Donc, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas, en fait? Et souvent, je me dis que donc, ce que perçoivent les opérateurs de ce qu'on attend d'eux, mm. euh, et la manière dont ils catégorisent les choses, c'est-à-dire que pour eux, c'est plus simple finalement de se dire, bon, bah, c'est ça l'attendu. Donc, du coup, même si en fait il y a une déviation de l'attendu, finalement, c'est plus simple pour moi de ne pas le prendre en compte parce que j'ai développé toute une stratégie. Alors après, on rentre dans est-ce que c'est conscient, pas conscient, mais c'est vraiment complexe le management, oui. Oui, il y a quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment, c'est des sondages ou des questionnaires anonymes. Donc, pour voir avec les opérateurs eux-mêmes, donc les laisser s'exprimer anonymement, peut-être ils vont dire qu'est-ce qui leur va, qu'est-ce qui leur va pas, comment ils veulent améliorer telle ou telle stratégie, qu'est-ce qu'ils proposent. Donc déjà, peut-être l'entendre, ça peut aider pour savoir comment agir. Alors, on l'a fait. Oui, Et malheureusement, la différence entre ce qui nous remonte euh, oralement pour rouspéter, en gros, hein, si je le fais de manière caricaturale,
même anonymement, par écrit, on n'a Oui, pas réussi à leur faire sortir. On espérait, entre guillemets, que la remontée des questionnaires anonymes nous fasse mal oui, et nous permette de voir finalement, eux, au fond d'eux, ce qu'ils pensaient réellement. Ben, ils l'ont pas fait. Là, tout allait bien, en fait. ouais. Et du coup, c'est très, très perturbant. Après, des fois, il y a quelqu'un qui l'a dit, des fois, il faut faire des observations terrain pour Mm. voir le comportement, voir comment ils agissent, tout ça. C'est très difficile de juger comme ça de loin sans connaître vraiment le Ah oui, contexte. oui, non, mais sur le terrain, on est tous les jours. Mais dans le chat, quelqu'un disait, il est important de distinguer la notion d'erreur et de faute. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être important parce que la personne, elle a peut-être l'impression d'avoir fait une faute, Oui. alors qu'en l'occurrence, ça n'est qu'une erreur et Hum. peut-être la prise de conscience que le cerveau nous a leurrés et que du coup, c'est physiologique. Ouais, Et c'est là l'importance d'intégrer la notion d'erreur entre les managers aussi. Donc, pas que sur les équipes terrain, il faut que les managers distinguent exactement la notion de faute, de erreur. Mais qu'est-ce que le management récompense aussi? C'est important aussi parce que le manager, c'est lui qui dit, bah, ça c'est une bonne pratique, ça c'est une mauvaise pratique. Et du coup, quand il fait ça, il induit des comportements. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et donc, du coup, des stratégies. Et enfin, il y a un niveau de conscience qui doit être développé de part et d'autre, Mm. et autant du côté des managers que du côté des opérateurs, en fait. C'est pour ça que je dis il faut agir sur les deux échelles, elles sont complémentaires. Oui. d'autres questions? Alors, dans le chat, on avait quelqu'un qui redemandait le titre, enfin le nom de l'auteur de la normalisation de la déviance, Jennifer. Diane Vaughan, je vais l'envoyer. Et Pascal Vincent recommande également le livre d'Isabelle Simonetto, Exactement. Neurosciences et sécurité. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans mes notes en bas, je le cite souvent. Je le cite souvent. C'est un livre qui est vraiment très, très bien. Je recommande pour tout le monde. Et ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur le cerveau. Donc, on va dire 100 fois plus que ce que moi, je vous ai donné dans cette petite heure. Vous pouvez le redire, Euh, s'il vous plaît? J'ai pas. je vais vous dire le livre. Ça s'appelle Neurosciences et sécurité pour Dr Isabelle Civoletto, qui intervient beaucoup sur ce domaine. Elle fait beaucoup plus, elle fait beaucoup des grands accompagnements, des observations terrain, des grands diagnostics. C'est vraiment sur une très grosse échelle. Neurosciences et sécurité. Et ce livre, il est vraiment très, très, très bien pour comprendre l'erreur et le cerveau. Donc, livre Neurosciences et sécurité. Après, on est d'accord qu'il n'y a pas de recette miracle pour éviter cette erreur dans tous les domaines de la vie de tous les jours, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Exactement, c'est pour ça on essaye de mettre en place des parades, comme ce qu'on dit, pour cibler au maximum. Euh, j'ai pas eu le temps de les développer, les parades, mais si vous regardez un peu sur ce domaine, sur ce sujet, pardon, il y a plusieurs types de parades qui vont cibler telle ou telle erreur. Donc, on va dire une organisation parfaite, c'est celle qui a tout mis en place. Mais bon, ça, c'est pas en une semaine, c'est vraiment des années de travail, on va dire. Est-ce qu'on peut parler de culture d'entreprise? Aussi, la culture, oui. Mais pareil, la culture, c'est pas en une journée ou une semaine, c'est vraiment des années de travail. C'est toujours, toujours très difficile de changer d'améliorer une culture d'entreprise. Ok, est-ce qu'il y a une dernière petite question avant qu'on ne Il y a se beaucoup de quitte? questions, mais j'arrive pas à parler et lire en même temps. Désolée, mon cerveau fonctionne comme ça.
Alors, il y a des gens plus sujets à l'erreur automatique ou des pratiques de travail ou de management. Point d'interrogation. En fait, c'est très lié, les erreurs automatiques, l'attention. Vous avez vu, quand on fait attention à quelque chose, en même temps, on traite en mode automatique autre chose. Donc, c'est très lié. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a que des erreurs automatiques. Il y a beaucoup d'erreurs automatiques, oui, mais ça va dépendre du contexte. Je ne peux pas dire comme ça. Oui, le changement de culture, c'est très long. Je suis d'accord. Et ce n'est pas simple. Désolée si j'ai pas vu toutes les questions, mais il y avait vraiment beaucoup de questions. Si, je crois que vous avez répondu à un maximum de questions. Bah, écoutez, moi, je vais vous dire un grand merci au nom de tous parce que vous nous avez passionnés. Vraiment, on a pris conscience hein, euh, de comment on fonctionnait. C'est pas pour autant qu'on ne va limiter nos erreurs, mais on va essayer de travailler. Au moins, on saura pourquoi on les fait. Donc, vraiment, au nom de la FQP, je vous remercie, Jennifer, beaucoup. Et puis, je vous Avec souhaite plaisir. tous une très belle journée et je vous dis au prochain petit déjeuner qui aura lieu le 3 juin de 9 heures à 10 heures. Et nous aurons un écologue qui viendra parler de régénérer le vivant. Donc un sujet totalement différent, mais tout aussi passionnant. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci.